Nous sommes le dimanche 6 novembre, je crois, et il fait 9,6 degrés à Boulogne-Billancourt, 9,2 degrés. Et nous allons étudier ces trois articles et tous leurs ascendants et toutes les connexions qu'il peut y avoir avec. Trois articles de, évidemment, Pepe Escobar, MK Badra Kumar et Scott Ritter sur principalement la situation actuelle qui est décrite par un moment clé. Donc on s'amuse surtout à faire des vidéos dans les moments clés, les grands virages de l'histoire, parce qu'on aime bien les articulations historiques comme ça. Et il y a donc une catégorie spécialement pour ça. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont trait à cette qualification. C'est pourquoi il y a une plus grande articulation historique, vraiment un grand virage historique, c'est le Great Shift. Donc cette catégorie d'articles qui concerne simultanément l'avant et l'après, l'avant, le pendant et l'après, la grande suite d'histoire et la consécutivité des événements, comment les choses vont s'enchaîner pour passer de maintenant à demain. Et on connaît déjà les grandes lignes, on connaît déjà la direction, on a déjà toutes les certitudes quasiment, étant donné que nous partons du principe formellement admis que la vie l'emporte sur la mort, et que donc, au final, c'est la paix qui s'installera. Et ça, on le sait d'avance. De toute façon, c'est soit ça, soit on pourra même pas discuter de la suite. Mais dans les plans actuels, il faut considérer que le système social actuel, capitaliste, tel qu'il est parti, nous conduit la civilisation vers sa fin inéluctable. Ça, c'est vraiment évident comme constat. Et le grand changement, qui est en opposition au Great Reset, en fait, le grand changement consiste à prendre un virage et quasiment, tel que je l'explique souvent, pour la première fois, ou une des premières fois de l'histoire de l'humanité, prendre en main son propre destin et prendre le contrôle de sa destinée pour arriver à la paix. Parce que ça s'obtient que par la volonté, la conscience et l'action concrète et rationnelle. Ça ne peut pas venir que de la nature, ça ne peut pas tomber du ciel, ça ne peut pas être la suite logique sans qu'on ait rien à faire, ça ne peut pas être les événements tout seuls qui nous conduisent au bonheur total. Ça ne peut être que l'action de la liberté qui arrivera qui permettra à l'humanité d'obtenir une phase de paix, on va dire. Le Great Shift, lui, il s'oppose évidemment donc comment s'appelle, au Great Reset, qui lui est exactement l'inverse. C'est le plan qui est fomenté par des élites obscures et formellement secrètes, cachées, dissimulées au public, qui discutent en aparté, enfin, dans leur coin, qui conçoivent des plans dans le but de conserver l'inertie actuelle et faire que le système continue tel qu'il existe déjà, faire que les choses continuent à exister telles qu'elles sont déjà. Ça, c'est le but vraiment exprimé très clairement des Straussiens. Alors ça, c'est Alastair Crooke qui nous l'avait expliqué dans une dans une de nos précédentes interventions, où vraiment il expliquait que les Straussiens avaient pour but objectif clair et net de détruire toute alternative naissante ou à peine naissante qui pourrait déloger les élites de leur trône actuel. Et donc c'est leur but vraiment concret et net et clair, c'est empêcher l'avènement d'une nouvelle élite et donc empêcher l'avènement de toute alternative. Et cette question, c'est celle qui est abordée confusément et simultanément par ces trois articles en tête et tous les articles qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont liés les uns avec les autres,
mais on va essayer de voir comment se croisent toutes ces données. Ça va être ça. On commence donc avec, au moins, on a un point de départ. Comme on n'en a pas souvent ici, enfin, il y en a quelques fois, mais il est assez rare, hein, finalement, Scott Ritter. Euh, il y a un article ici, un article le 30 jours dernier. Non, il était dans une vidéo, parce que c'est Castelnau qui parlait avec. Bon, c'est vrai qu'on en a quand même pas mal. Puis Scott Ritter, c'est un de nos principaux favoris pour avoir une bonne compréhension de lui nous donne une compréhension du moment présent, de l'instant présent, de la guerre, de la situation actuelle. Donc lui c'est le stratège de guerre, c'est notre stratège de guerre, et c'est celui qui nous donne des informations purement factuelles et très logiques. Et là on a donc une couverture avec Valdai ici, et Poutine, et les gens qui regardent, et parce que ça part de là. Le discours prononcé par Vladimir Poutine au club Valdai la semaine dernière, au lendemain de la publication par l'administration Biden de sa stratégie de sécurité nationale, montre comment les lignes de bataille ont été tracées. Et ça, du coup, première incartade, première itération, c'est le moment où on va se dire, tiens donc, Vladimir Poutine, la domination sans partage de l'Occident. Je te l'ouvre ici en petit. Et ça, on n'a pas fait, nous, de vidéo sur ce discours. Et c'est bien dommage parce que c'est un discours épique. Vous voyez, il a plein de petites étoiles. Donc, il est dans la catégorie article transcendant. C'est au-dessus quand on va dans analyse, c'est 2 étoiles. 24 heures, les faits divers, c'est 1 étoile, 2 étoiles. 3 étoiles pour articulation historique, et on n'a même pas de catégorie spéciale pour les articles de la catégorie 4 étoiles. Comme ça, là, transcendant. Ça veut dire que c'est des articles qui sont très 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 rares et d'une qualité phénoménale. Ici, donc, on a le discours historique de Vladimir Poutine qui est à relier avec son précédent discours 2 semaines avant à peine, un truc comme ça, c'était quand? Là, le 10 octobre, donc 3 semaines avant, lors de la cérémonie de signature des traités d'adhésion des provinces de l'Ukraine, des 3 provinces, qui donc désormais font partie totalement de la Russie. Et lors de ce discours d'adhésion, il en a profité pour faire un cours d'histoire du présent, comme on l'appelle, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que dans ce document, il réitère, synthétise et formalise une fois pour toutes, il écrit dans la pierre toutes les remarques qui ont été faites par tous les analystes, d'une manière ou d'une autre, sur la situation de ce moment-là. Et en général, c'est pour vous dire que le principal mot, tiens, on l'a vu, je te le mets là, c'est Occident. Et il y en a beaucoup des mots Occident. Voilà. Le problème, c'est l'Occident. Cet Occident qui est complètement à la ramasse, qui est sénescent, qui est périclitant, qui est totalement sur la fin, qui est devenu un problème pour tout le monde. Et donc, dans ce discours, en fait, il explique très clairement, enfin, il dit très simplement ce que je dis souvent, c'est qu'un prof d'histoire dans le futur, et tous les profs d'histoire de tous les futurs possibles, tant qu'ils seront honnêtes, et tant qu'ils feront une situation claire, un exposé clair de la situation actuelle, ils finiront par employer les mêmes mots et par montrer les mêmes idées, et éventuellement avoir déployé et développé les nombreuses questions philosophiques qui sont introduites dans ce discours et qui sont d'une très grande importance parce que notamment il met le doigt sur des contradictions internes sur la façon de penser de l'Occident, la question du faites comme nous, soyez comme nous, et en même temps nous vous dominons, nous sommes plus forts que vous. Alors comment tu réussis à relier ces, ces points qui sont incompatibles, qui sont, c'est quoi le mot? Plus que contradictoire, c'est antinomique.
Et c'est pas la seule antinomie qu'il aura relevée. Et le fait de relever une antinomie nous plonge dans une question philosophique d'un très grand intérêt, qu'on ne va pas développer ici, qu'on aura tout le temps de développer par la suite, parce que c'est comme ça, c'est en résolvant des contradictions. D'abord, c'est en découvrant des contradictions qu'on remarque la faille d'un système et son point faible. Et aussi, en même temps, c'est comme ça qu'on peut comprendre son fonctionnement, qu'est-ce qui fait, qui marche jusque-là, parce que tant que la contradiction n'est pas relevée, on reste dans l'incertitude, l'incompréhension, la soumission, etc. Et une fois que cette antinomie est relevée, on, on commence à comprendre d'où vient le problème. Et ensuite, quand on veut résoudre ce problème, évidemment, on passe par des phases d'explication et de compréhension. On a besoin de s'extraire du problème, on a besoin d'avoir un recul sur le problème, on a besoin de sortir du contexte, de sortir de la boîte pour avoir une vision claire de la faille. Et aujourd'hui, cette vision claire à propos de l'Occident, le monde entier l'a, c'est sûr, sauf les Occidentaux. Et c'est ce qui, pour l'instant, manque aux Occidentaux, et donc c'est pourquoi ils continuent à être perméables à la propagande qui est faite, alors pourtant qu'elle ne tient pas debout. Mais bon, c'est pas l'essentiel de son discours. Là, dans ce discours-là en particulier, il descend en flamme l'Occident, et c'est pour ça que, notamment, c'est un discours qui est très fort et très intéressant. Et ça, c'était déjà le cas lors de ce discours. Mais dans le précédent, donc le dernier qui a eu lieu, ce discours du 28 octobre, en tout cas, c'est l'article de cette date, c'était le 27 octobre qui a eu lieu ce moment. Dans le discours de Poutine, encore une fois, il a battu de nouveaux records de clarté, de limpidité, de lucidité, d'intelligence, de pertinence. Et notamment, celui qui descend en flamme, c'est toujours l'Occident. Il parle de Dostoïevski, il parle de sa fameuse idée de nous sommes plus forts que vous, faites comme nous. Et il relève encore d'autres contradictions supplémentaires. Alors évidemment, il y a toute une analyse ici que nous avons faite, qui prend un petit moment à lire. Clap, 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 clap. Ah oui, là, j'ai souligné ce morceau en gras parce que il sortait du lot. Tout ceci est sans exagération, non pas même une crise systémique, mais une crise doctrinale du modèle néolibéral d'ordre mondial à l'américaine. Ils n'ont aucune idée de création ou de développement positif. Ils n'ont simplement rien à offrir au monde, si ce n'est la préservation de leur domination. Et là, c'est clair. En fait, le truc qui me fait faire clap, 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 c'est surtout l'idée ils n'ont aucune idée de création ou de développement positif. Là, il a mis le doigt sur quelque chose de vraiment pertinent à développer. Toutes les idées de Poutine, la plupart, sont à développer. En fait, il donne un menu des sujets de discussion à avoir, et c'est effectivement ce qui se passe ensuite. Donc il se montre vraiment comme un leader, un leader philosophique, et c'est ça le plus important dans l'histoire, c'est qu'il donne des sujets de discussion, il lance des sujets de conversation qui sont très pertinents et qui peuvent déboucher sur des réponses extrêmement intéressantes pour comprendre les événements actuels. Le fait de n'avoir aucune idée de création, nous, on avait développé cette idée au préalable, c'est que dans la société de consommation, c'est une société où on consomme les choses, on brûle les choses, on les utilise et on les jette. Et on fait ça avec tous les produits, tous les objets. Le principe de l'économie consiste à convertir le vivant, le beau et le magnifique en poubelle et d'en extraire un très léger bénéfice temporaire qui s'évapore aussitôt. Et c'est uniquement en consommant, en brûlant le réel, en brûlant la réalité, qu'on arrive à extraire des richesses. C'est comme ça que fonctionne le système capitaliste en termes généraux. C'était pas un système qui prévoit dans son fonctionnement de base de produire des richesses qui pourront ensuite servir à créer des richesses. Il n'y a pas cette idée d'itération, il n'y a pas ce fonctionnement qui a été acquis grâce à l'ère de l'informatique,
ce fonctionnement itératif, holistique, le fait de considérer les choses comme dans un cycle de continuité. Un système est un moteur est un cycle qui se reproduit grâce à lui-même. Et c'est le moteur qui fait en sorte que le moteur tourne, pour faire en sorte que le moteur tourne, ainsi de suite. C'est le principe d'un système, normalement. C'est pour ça qu'on a toujours dit que le capitalisme n'est pas un système, c'est juste une consommation de la réalité. Et la consommation de la réalité, elle se fait aussi dans les discours. Hein. À chaque fois qu'on utilise un mot à la mode pour être convaincant et pour faire de la persuasion auprès des gens, ce mot perd de sa valeur et ce mot est consommé jusqu'à ne plus rien vouloir dire. Tout est son contraire, et de sorte que finalement tout le monde se batte à propos des mots qui ont été vidés de leur substance, parce qu'on consomme aussi les mots. On brûle tout. On brûle les idées, on brûle tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui est possible. On consomme la peur, on la produit et on en fait de l'argent. L'argent, c'est dès que quelqu'un a peur, hop, ding 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 ding, ça, quelqu'un gagne de l'argent quelque part. Donc on peut tout consommer, c'est le principe de base. Et ça, c'est l'ancien système. Et lui, il parle d'autre chose, il parle d'un système où on peut créer et avoir un développement positif. Il parle aussi notamment d'une question que j'ai bien vue que j'ai bien repérée. Le développement technologique ne doit pas exacerber les inégalités mondiales, mais les réduire. C'est-à-dire que euh, euh, la question ici, c'est rien de moins, mais rien de moins qu'un truc phénoménal. Le fait d'affecter un but à tout ce qu'on fait tous les jours, tout ce que tout le monde fait tous les jours. Le système économique, le fait de faire des transactions, le fait de faire du commerce, le fait d'avoir des relations, le fait d'agir. Toutes les actions de tout le monde sur toute la Terre conforment un système, et ce système, il doit avoir un but. Et tant qu'on n'a pas un but au système, le système dérive, il part à la dérive, il veut rien dire, il n'a aucune consistance, aucune signification, et donc il n'y a pas de règles précises à en extraire. Les seules règles qui valent, ce sont celles que lui-même dénonce en permanence, les règles de l'ordre fondé sur les règles, ou les règles fondées sur l'ordre, règles fondées sur les ordres qu'on donne. Donc la domination sans partage, l'exécution aveugle de, de ce qui est doctrinal, dogmatique, etc. Voilà, il n'y a pas de but, donc il y a une dictature. Tant qu'on n'a pas de but au système, tant que le monde n'a pas un objectif, tant que le monde n'a pas un point de mire, un endroit où aller, un truc à viser, une idée en tête, tant que le monde n'a pas un objectif, un but et un rêve à poursuivre, le monde part à la dérive. C'est un peu ce qui soulève, volontairement ou involontairement, mais en tout cas, ça fait partie de sa réflexion. Et c'est pour ça, notamment, entre autres, que on trouve des perles extraordinaires dans son discours. Donc voilà, il a fait un discours qui est extrêmement fort, qui trace des lignes ou détermine des contours de l'avènement du nouvel ordre mondial, mais du nouvel ordre mondial. Parce qu'il faut savoir aussi que, bien conscients de ce qu'ils font, les gens euh, de la préservation de l'ancien système ont aussi pris soin de gaspiller ou de vider de leur substance par anticipation des termes qui pouvaient servir à l'avenir à consolider un changement. Et donc le terme de nouvel ordre mondial a été très très sciemment euh, déployé pour vraiment en faire quelque chose de regrettable, de détestable et qui fait peur. Ça, dans Poutine, dans ses différents discours, quand il a fait référence à un nouvel ordre mondial, il a absolument pas du tout fait référence aux discussions conspirationnistes qui peuvent avoir lieu concernant un nouvel ordre mondial. Il parlait pas du tout de la même chose, il parlait même de son contraire. Il parlait de quelque chose de réel et pas de quelque chose d'approximatif.
Le discours donc de Poutine était assez phénoménal, et c'est de là que part Scott Ritter dans son analyse. Donc le discours programme prononcé, semble avoir mis la Russie sur la trajectoire de collision avec l'ordre international fondé sur les règles, OIFR. Oh, c'est bien de lui donner un nom comme ça, c'est très pratique. 2 semaines plus tôt, l'administration Biden avait publié sa stratégie de sécurité nationale. Donc ça, une défense en fanfare de l'OIFR qui déclare pratiquement la guerre aux autocrates qui font des heures supplémentaires pour s'appeler la démocratie. Et alors ça, on a encore tout un truc là-dessus. Cette question, elle a été abordée à maintes reprises. Alors, si c'est pas ici, ça doit être dans les commentaires. Ou alors, si c'est pas dans les commentaires, on va la retrouver à la main, ne vous inquiétez pas. Dans l'article de Bharat Kumar, tiens, je rafraîchis, parce que son nom est censé apparaître quand même ici. Voilà. Et en fait, c'était là l'article de Pepe Escobar, qui lui aussi fait du coup plein de références. Alors, on va aller voir l'article de Michael Hudson, du coup, parce qu'il fait totalement partie de cette série. Et on a déjà beaucoup parlé, et on n'a pas encore commencé. Mais on en est qu'à l'introduction, hein. Mais bon, ce sont des vidéos sur des grands changements historiques, et donc on essaye de les décrire. Là, c'était le 3 octobre, un article de Alastair Crooke, notamment, qui nous avait... c'est juste pour avoir des bases importantes pour comprendre la doctrine américaine, où notamment, lui, sa remarque, elle consiste à dire que la critique des autocraties, parce que c'est ça ce qu'on cherche, il est où, autocrate? C'est ça la discussion. Nous, en France, on n'a pas beaucoup cette opposition qui est présentée, mais aux États-Unis, c'est très très présent. C'est l'opposition entre démocratie et autocratie. Et donc, on considère l'Occident comme des démocraties et le reste du monde comme des autocraties faites à la main, comment dire, artisanales, mal faites, en pâte à modeler, avec des murs pas droits, des rues dégueulasses, où les gens ils se prennent pour des rois alors que c'est des petits, etc. Bref, on essaie de donner un terme euh, pour résumer tout le dégoût qu'on peut avoir envers ces sociétés. Donc on considère la Russie, la Chine comme des autocraties, dirigées par des personnes qui sont toutes seules, mais toutes seules, et qui décident tout de tout seules, et au détriment de tout le monde, et qui font n'importe quoi avec leur pouvoir, ce qui justement constitue une inversion accusatoire parfaitement claire et nette. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est incroyable d'ailleurs. Ça devrait tellement être flagrant que les gens devraient sursauter en entendant ça. Lui, euh, Crook, ici, il fait le rapprochement avec le MAGA parce que c'est le mouvement de Trump et euh, le principal intérêt de pouvoir critiquer les autocraties, c'est de pouvoir considérer qu'il existe sur leur propre terrain intérieur, aux États-Unis même, des défenseurs de l'autocratie, comme Donald Trump, qui représente un extrémisme qui menace les fondements de notre République. Et notre République, notre démocratie, dans cet article qui est un peu ancien, mais qui nous sert de référence, c'est très bien décrit. L'administration Biden continue d'afficher des attitudes résolument bellicistes en ce qui concerne le renversement de Poutine, la défense de Taïwan, l'endiguement de l'Iran, afin de sauver notre démocratie. Il utilise maintenant ce cadre existentiel pour attaquer ses adversaires politiques américains dans son propre pays et forcer les Américains à soutenir son programme. Une bataille pour l'âme. C'est en fait une bataille contre l'âme, hein. Donc c'est simple à comprendre. Une bataille des États-Unis et le défi de notre temps, encore une citation. Donc voilà, ce sont les autocraties. Ce que lui, il appelle ensuite la doctrine Biden, comme ça c'est clair, qui n'a, comme il l'explique lui-même, rien à envier avec celle de Bush. Vous êtes avec nous ou contre nous.
Oups, pardon, je vous ai laissé le truc. Ben, donc voilà, c'était pour dire que sur les Straussiens, je cherchais ça, hein. Et c'était pas dans cet article-là qu'il y avait les Straussiens, c'était un autre. Mais c'est pas grave, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc, j'espère que ça a enregistré le précédent truc. Oh là là, je sais plus où j'en suis dans mes pauses. Alors, pour en revenir au point de départ, Scott Ritter, donc quand il parle des autocrates, comme d'habitude, hein, on peut donner de la substance aux mots qui sont utilisés dans les articles en allant chercher, en croisant les informations. C'est le but du data journalisme que nous prétendons faire ici. Et voilà, c'est intéressant quand même comme définition, parce que le but du data journalisme est de donner de la substance aux mots qu'on emploie. Voilà, ça c'est pas mal, hein, je le note. Et donc ces deux visions de l'avenir, de l'ordre mondial, définissent une compétition mondiale qui est devenue existentielle par nature. En bref, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Là-dessus, Ritter est un peu pessimiste, mais n'empêche, en tant que guerrier, il voit les choses du point de vue de la guerre. Vu que la compétition se fait entre ces 5 puissances nucléaires déclarées, la façon dont le monde gère la défaite du camp perdant déterminera en grande partie si l'humanité survivra à la prochaine génération. C'est ça la question. Et de toute façon, soit l'ancien système gagne et donc tout le monde se fait éclater dans une guerre nucléaire, ou alors, bis, tout le monde est heureux et le système continue jusqu'à sa propre ruine, qui a lieu quelques dizaines d'années après. Donc de toute façon, c'est la ruine en permanence, d'une manière ou d'une autre. Avec l'ancien système, que ce soit par la guerre ou par la paix, ce sera la ruine pour tout le monde. Il n'y a même pas à rêver d'autre chose. Donc il explique que nous sommes maintenant dans les premières années d'une décennie décisive pour les États-Unis et le monde. A écrit le président américain Biden lors de l'introduction de la SSN. C'est donc ouais, voilà, stratégie de sécurité nationale. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas important à retenir. Nous voulons un ordre international libre, ouvert, prospère et sûr, pour eux-mêmes surtout, enfin pour les 12 personnes qui survivent. Nous recherchons un ordre qui soit libre dans la mesure où il permet aux gens de jouir de leurs droits et libertés fondamentaux et universels. Ça, c'est la publicité, ça, c'est la promo, en fait, c'est engagez-vous. Il est ouvert en ce sens qu'il offre à toutes les nations qui adhèrent à ce principe la possibilité de participer à l'élaboration des règles et d'y jouer un rôle. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'était la rhétorique de l'Eurasie qui dit le nouveau système qu'on va créer, tout le monde est libre de venir y participer et de contribuer à ces règles. C'est en fait en dur et en simple et ce qu'ils veulent faire en réalité et sans arrière-pensée. Parce que ce que je fais souvent en critiquant, en parlant de façon critique de Biden et en disant engagez-vous, etc. Pour déterminer, pour donner une signification à ces arguments, ça reste du subjectif et de l'a priori, et ça n'a rien à faire dans une analyse critique constructive, dépassionnée et impartiale de la situation. On essaye quand même le plus possible d'être objectif. Simplement, ça, des fois, il y a la langue qui fourche, ça, donc je m'en excuse. Et ce qui se passe, c'est que le langage occidental, en termes généraux, nous voulons un ordre international libre, ne peut pas être lu au premier degré, à moins d'être complètement stupide. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à lire et à comprendre, parce que en face, le discours eurasiatique, lui, il peut être lu, pardon, au premier degré et sans problème. Et c'est d'ailleurs très beau et très simple à comprendre. Et donc, c'est très difficile de faire la part des choses quand on n'a pas une compréhension profonde des événements, qu'on n'a pas suivi tous les historiques, qu'on n'a pas lu toutes les analyses. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on doit écouter qui doit-on écouter au premier degré? Qui doit-on croire? Et qui raconte des sornettes? Et le principal
point d'inflexion, comment dire, la principale arme de la guerre de l'information, c'est le fait que, n'ayant jamais dit autre chose que des mensonges et ayant construit une méfiance à l'égard du premier degré, les Américains n'ont aucun mal à accuser autrui, la Russie, la Chine et tout le monde, les Arabes, l'Inde, l'Amérique du Sud, enfin le monde entier, quoi, n'ont aucun mal à les accuser de ne pas parler au premier degré, mais de devoir imposer une forme de compréhension secondaire de ce qu'il faut entendre à travers ce qui est dit. Et donc, ils sont capables de dissimuler le premier degré, de dissimuler ce qui est simple, ce qui est visible, ce qui est clair, ce qui est logique, ce qui est pertinent, ce qui est normal. Ils sont capables de lui mettre un voile dessus en disant, vous voyez bien, ça ne peut être que du second degré. Ils peuvent que vouloir dire autre chose que ce qu'ils disent en réalité. Et en disant ça, tout d'un coup, ils donnent l'air de parler au premier degré, de ne pas avoir d'idée derrière la tête. Et c'est très fort comme stratégie de guerre de l'information. C'est un sujet qui n'est pas du tout développé par nos analystes, mais c'est un truc que je relève, parce que c'est vraiment très important. La plupart des gens qui sont brigadés dans ce que j'appelle maintenant le système médiatique, qui est un système qui englobe la façon de penser de tout le monde, la plupart des gens, réussit à faire l'extraordinaire tour de force. J'aime bien cette photo en fait. Hein. Elle donne l'impression que là, il est très sérieux au travail. Là, il est en réunion en fait avec Zelensky qui parle au téléphone. Ces 3 téléphones hyper cryptés. Les mecs, ils ont des masques. Et ça, c'est la salle dans laquelle Rick et Morty font une tuerie généralisée. Mais bon, très beau bureau. Voilà. Et puis, il n'a pas l'air du tout d'être sénile ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être sérieux. Et pourquoi il porte des masques en plus dans le menton, quoi. Enfin bon, d'accord. Mais bon, le tour de force extraordinaire qui est fait par la clique occidentale, c'est d'avoir détourné l'attention de leur propre subterfuge linguistique, dialectique, leur propre mensonge, et d'accuser le monde entier d'être coupable de la même chose que ce qu'eux y font, ce qui, d'une part, tend à vouloir consolider comme étant une chose normale et classique le fait de mentir tout le temps. Donc, leur discours, les Américains, c'est de dire de toute façon, on ment tout le temps. Tout le monde ment tout le temps, et eux aussi, ils mentent tout le temps. Donc, quand vous écoutez leurs mensonges, vous pouvez facilement inverser ce qu'ils disent pour comprendre à travers ce qu'ils disent, le contraire de ce qu'ils disent, et ainsi avoir une compréhension américaine et démocratique de ce que racontent les autres. Si vous voulez comprendre les Américains, si vous voulez comprendre les Russes et les Chinois, vous devez décalquer ce qui se passe aux États-Unis sur les autres pays. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça fait partie de ce que Poutine décrit et comment dire, critique dans son discours à propos de la philosophie occidentale qui consiste à dire « faites comme nous, soyez comme nous, nous sommes supérieurs à vous ». Il y a le fait comme nous, ça veut dire en fait, vous faites déjà comme nous. Et nous sommes supérieurs à vous, ça veut dire nous savons que vous faites comme nous. C'est très sophistiqué, c'est suffisamment sophistiqué en tout cas pour réussir à passer les barrières psychologiques et à convaincre la plupart des gens d'une unité mondiale de la façon de mentir et donc de toujours devoir inverser ce qui est dit de façon méthodique pour comprendre la réalité. Et alors que justement, c'est pas ce qui se passe, premièrement. L'intérêt des pays constructifs comme la Russie et la Chine, c'est de chercher ce qui est vrai, et donc c'est tout un travail, et c'est difficile et c'est compliqué de chercher ce qui est vrai. Et par contre, la stratégie typiquement et uniquement des États-Unis, et donc du clan occidental, Occident collectif, l'empire du mensonge,
Sa stratégie principalement est justement de toujours mentir, toujours mentir surtout, et même d'en être fier, et même de le dire à voix haute, et de faire en sorte que de le dire à voix haute soit encore un autre mensonge pour une autre couche de mensonges et de choses dissimulées. C'est vraiment d'une perversité incroyable, mais ça marche, et c'est pour ça que ça marche. Et donc voilà, on a ce système d'inversion qui est très fréquemment retrouvé, donc les forces autocratiques dirigées par la Russie et la République populaire de Chine font obstacle à la réalisation des objectifs qui sont très nobles et qui viennent juste à peine d'être sortis du four. On se demande comment. Et la Russie, a-t-il déclaré, représente une menace immédiate pour le système international libre et ouvert, bafouant imprudemment les lois fondamentales de l'ordre international aujourd'hui, comme l'a montré sa brutale guerre d'agression contre l'Ukraine. Alors, tu as un mensonge par mot, en moyenne, là-dedans, tu vois. Représente une menace, bah, tu pourrais très bien être gentil et ce serait pas une menace immédiate, parce que tu viens juste d'avoir l'idée de créer un truc contre lequel ils s'opposent, et alors qu'il y a une antécédence quand même. D'abord, les Russes et les Chinois font leur action, et ensuite, lui, il émet des règles, et ensuite, il se plaint que les autres soient contre ces règles. Bon, d'accord. Pour le système international libre et ouvert, sachant que ni les uns ni les autres n'ont signé la charte du droit international, mais bon, ça c'est une parenthèse. Ça veut rien dire, hein, le système international libre et ouvert, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme, bafouant imprudemment les lois fondamentales de l'ordre international. Donc, c'est-à-dire que c'est les règles du commerce, en fait, quasiment, ce qu'il appelle, c'est une façon énervée de dire que au niveau de la concurrence, il s'est fait prendre ses clients. Bon, ben voilà. Parce que les clients sont menacés d'être menacés si jamais ils sont pas clients. Donc voilà, l'idée c'est que pour avoir du pétrole, pour avoir du gaz, pour avoir tout ce qu'on veut, ça ne marche que par la menace. Et lorsque ces menaces ne marchent plus, ben, ils ont l'impression que l'ordre est bafoué. Bah oui, c'est parfaitement logique hein, quand on est un, un dictateur de base. Ouais, un pervers narcissique, mais bon, j'allais dire. Et remarque que la République de Chine est le seul concurrent qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et de plus en plus la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour faire avancer cet objectif. Ben oui, c'est en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas pour faire avancer l'objectif, c'est que l'objectif de devenir une puissance internationale se fait au moyen d'une obtention de puissance économique, diplomatique, militaire. Si le mec il obtient une puissance diplomatique, il l'obtient que par la discussion, le dialogue, le discours, le fait de convaincre, le fait d'être intéressant, d'avoir des choses intéressantes à dire. On peut pas lui reprocher ça quand même. Bon voilà, ils ont vraiment un esprit complètement tordu. On est obligé de le décrire comme ça en restant objectif. Et pour être clair, Scott Ritter le fait très bien. C'est-à-dire que les partis, donc la Russie et la Chine, qui ont l'intention de résister aux tentatives visant à substituer des formats et des mécanismes universellement reconnus et conformes au droit international, c'est-à-dire l'ordre fondé sur les règles, peut-on lire dans la déclaration commune, à des règles élaborées en privé par certaines nations ou certains blocs nations, et sont opposés au traitement direct du consensus des problèmes internationaux, à la politique de puissance, à l'intimidation, à la sanction unilatérale et à l'application extraterritoriale de sa juridiction. Donc, il s'étonne que les gens soient opposés à ça. Ah, c'est incroyable. Et c'est pas le principal truc que nous dit Scott Ritter dans cet article, parce que lui, c'est un guerrier. Selon Poutine, alors déjà premièrement, on peut dire, à noter Poutine, que ces dernières années, et surtout ces derniers mois, l'Occident a fait un certain nombre de pas vers l'escalade. À proprement parler, il mise toujours sur l'escalade. Et ce n'est pas nouveau, il s'agit de l'instigation de la guerre en Ukraine, des provocations autour de Taïwan, et ainsi de suite, déstabilisation des marchés alimentaires et énergétiques. Alors, déstabilisation des marchés alimentaires, c'est quand, alors ça, je vais te revenir, c'est quand tu fais ça, événement, ce sont les blocs d'articles. Tu vois que les principaux blocs d'articles, en fait, sont
La Russie suspend sa participation à l'accord des exportations de céréales d'Ukraine parce que à Sébastopol a eu lieu un attentat qui s'est servi des voies de circulation des marchandises et des céréales, des graines de céréales, donc qui était établi d'après un accord pacifique pour pouvoir au moins sortir la nourriture de là avant qu'elle pourrisse. Et donc les Américains, le MI6 surtout, se sont servis de ces voies pour continuer et prolonger leur guerre en Ukraine. Et ça a tout de suite bloqué la situation de la participation à l'accord, qui ensuite a été rénové. Donc il y a 11 articles sur cette question. Et attends, il y a le truc sur Sébastopol. Euh, ça c'est bon, un article, ça c'était son discours. La Russie accuse Kiev d'avoir ciblé les navires participant à l'exportation de céréales, ça c'est encore le truc. Accuse l'OTAN du sabotage de Nord Stream. Provocation nucléaire sous fausse bannière planifiée par Kiev, ça c'était l'affaire des bombes sales. Donc c'était ce qu'on appelle une provocation sous fausse bannière. Oui, bah c'est marqué là, ok. Encore le Sébastopol. Et donc c'est comme ça depuis des mois, tous les 15 jours, il y a un nouveau fait qui vient provoquer et attiser la guerre en permanence. Ça, c'était pour dire ça. Donc quand il parle de déstabilisation des marchés alimentaires, il parle vraiment d'opérations qui ont pour but objectif et spécifiquement de déstabiliser, de créer la famine en Europe. Et sur l'énergie aussi, c'est pareil. Avec le blocage du Nord Stream, c'est le fait de confisquer l'énergie à l'Europe. C'est toujours l'Europe qui est visée. Et là, c'est pour ça qu'on va en venir à ce sujet-là, parce que c'est le thème principal de ce que je veux montrer dans cette articulation générale. C'est le rôle de l'Allemagne dans tout ça. On avait déjà vu dans le précédent épisode, qui date d'il y a quelques temps, le rôle central de l'Allemagne, qui était détecté et compris par la plupart des analystes, par les meilleurs. Et donc, il y avait énormément de choses à dire là-dessus. J'avais même oublié d'en dire un peu, mais on va se rattraper. Et cette question, c'est celle qu'on va étudier là. Ce que nous dit juste ici rapidement Scott Ritter, il n'y a pas grand-chose à faire ici pour éviter cette escalade, car la racine du problème est la nature même de l'Occident. Alors, citation, le modèle occidental de mondialisation néocoloniale à la base était également construit sur la standardisation, le monopole financier et technologique, sur l'effacement de toutes les différences. La tâche était claire, renforcer la domination inconditionnelle de l'Occident dans l'économie et les politiques mondiales, et pour cela mettre à son service les ressources naturelles et financières, les capacités intellectuelles, humaines et économiques de toute la planète entière, sous couvert de la soi-disant nouvelle interdépendance mondiale, la mondialisation. Donc c'est la suprématie occidentale. Ça, c'était comment fonctionnait l'empire américain, anglo-américain, jusqu'ici, du moins pendant tout le siècle précédent. Mais voilà, maintenant il ne peut plus y avoir de concept de coopération entre la Russie et l'Occident, a déclaré Poutine. Parce que l'Occident, dominé par les Américains, adhère fermement à la suprématie de leurs propres valeurs et systèmes à l'exclusion de tous les autres. Parce que la suprématie, c'est ça la principale critique qui est faite à l'Occident. Il le traite de empire suprémaciste. D'ailleurs, entre parenthèses, on a vu qu'il y avait une loi contre les symboles nazis et que la France et de nombreux pays européens ont voté contre une loi qui soit contre les symboles nazis, etc. C'est un petit peu surprenant quand même, pas trop pour nous parce qu'on a suivi tout ce qui se passe, mais ça devrait quand même faire tilter les gens, hein, je pense. Et Poutine s'en prend en fait à cette exclusivité, c'est-à-dire à l'unilatéralité, donc au monopole américain, en disant les idéologues et politiciens occidentaux, a-t-il déclaré, disent au monde entier depuis de nombreuses années, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Je te saute directement à la suite. Oh, non. On finit juste de lire ça. Cependant, il parle du modèle occidental dit libéral de démocratie. Il rejette toutes les autres variantes et formes de démocratie avec mépris et, je tiens à souligner, avec arrogance. Ça, c'était dans le discours de Poutine. Là, il n'y a pas d'autre alternative. C'est Michael Hudson qui en parle ici. Alors, je vais trouver à
peut-être alternative. Voilà, there is no alternative. Eh ben, on va y revenir après ici. Tu te rappelleras, hein, ce sera dans le prochain épisode. Je veux juste arriver au moment crucial où le guerrier donne son point de vue sur ce qui va se passer. La solution, a déclaré Poutine, est de rejeter l'exclusivité du modèle américain de l'OIFR, de l'ordre fondé sur les règles. L'unité de l'humanité ne repose pas sur le commandement « faites comme moi » ou « devenez comme nous ». Et a déclaré Poutine. Et ça, c'est vraiment une déclaration forte, parce que c'est quand on dit des mots simples à comprendre, pour tout le monde, impossible à interpréter au second degré, etc. Ça frappe comme la foudre. C'est vraiment extrêmement percutant. Et ça résonne avec beaucoup beaucoup avec le fonctionnement américain. Et donc le fait comme moi, en rapport avec le nazisme, hein, c'est une pensée nazie. Soyez comme moi, ou alors disparaissez. On prend que ceux qui sont comme nous, ainsi de suite. C'est suprémaciste de faire ça. Donc l'humanité ne repose pas sur le commandement de suprémacistes, a déclaré Poutine, d'autant plutôt qu'elle se forme en tenant compte et en se basant sur l'opinion de tous et dans le respect de l'identité de chaque société et nation. C'est le principe sur lequel un engagement à long terme, dans un monde multipolaire, peut être construit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'était une déclaration de Poutine aussi que j'avais notée, c'est que le fait comme moi, c'est une façon simple de résoudre des problèmes. C'est si tu fais comme moi, il n'y a pas de problème. Si tu es comme moi, il n'y a pas de problème. Si tout le monde est comme moi, il n'y a aucun problème dans le monde. Donc voilà l'idéologie occidentale. Et ce qui l'oppose à ça, il se permet d'opposer à ça un paradigme idéologique complètement différent, d'un niveau de complexité supérieur. Et c'est ça l'idée. Dans le respect de l'identité de chaque nation. Ça veut dire en tenant compte de la vie de chacun et en tenant compte des besoins de chacun, du coup, on a besoin de commettre une opération plus complexe, plus difficile, plus discutée, avec plus de dialogue, plus d'échanges, de compromis, de recherche, d'intelligence. Quand on tient compte d'un grand nombre de paramètres, et là c'est le développeur en informatique, ingénieur logiciel qui vous parle, plus on tient compte d'un grand nombre de paramètres et plus il faut faire preuve d'intelligence. Donc la question du fait comme moi, c'est je n'ai pas l'intelligence suffisante pour tenir compte d'un grand nombre de paramètres, donc je diminue le nombre de paramètres en exterminant, en standardisant, en uniformisant tout le monde, de façon à simplifier le problème, de façon à ce que les règles puissent être édictées par moi et qu'elles soient considérées comme correctes pour tout le monde, puisque tout le monde est comme moi. Ça, c'est la pensée occidentale. C'est vraiment une pensée extrêmement archaïque. Nous sommes une société archaïque. Nous sommes une société quasiment préhistorique dans son fonctionnement, dans sa neurologie. Il faut vraiment le comprendre. Au niveau neurologique, on est préhistorique. Ça, c'est incontestable. Et ce que propose Poutine, c'est de passer un cap évolutif, intellectuel, d'une très grande importance. C'est vraiment quelque chose de phénoménal, d'historique. C'est vraiment ce dont je parlais au début, le pas à franchir, le pas évolutif que l'humanité doit franchir, c'est un pas en complexité et en compréhension de la gestion de la complexité. Donc, le moment où il faut composer avec les intérêts de chacun pour se creuser la tête et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. C'est plus difficile, mais c'est que comme ça que ça peut marcher. Et c'est par cet ensemble de concepts qu'on résume que le mot multipolaire peut résonner. En fait, c'est ça le mot multipolaire. J'arrive pas à le dire bien, mais le mot multipolaire est un résumé de tout cet ensemble de conceptions alternatives à la pensée occidentale. Donc c'est vraiment un mot très fort et très complexe. Une bataille définie par les idées. Donc, de toute façon, c'est clair, un affrontement militaire direct entre ces deux opinions de deux personnes
dont une ne veut pas réfléchir et dont l'autre propose qu'il serait peut-être intéressant de réfléchir, et donc ces deux personnes qui ne sont pas d'accord rentrent en guerre l'une contre l'autre. Évidemment, celle qui est intelligente ne va pas suivre cette guerre, mais quand même, un affrontement militaire direct dans cette hypothèse entre les partisans de l'un et de l'autre, de l'OIFR et de l'OIFD, c'est bien ça, c'est résumé, aurait des conséquences nucléaires et détruirait le monde qu'ils cherchent à contrôler. De toute façon, l'un et l'autre n'ont aucun intérêt à détruire ce qu'ils veulent contrôler. Ça, au moins, c'est clair. Ainsi, l'Armageddon imminent ne sera pas une bataille définie par la puissance militaire, mais plutôt par les idées. Et ça, de la part d'un guerrier, c'est quand même un grand pas en avant d'en arriver là, parce que c'est lui le dernier à y penser. Ça fait depuis Chavez et depuis Fidel Castro qu'on parle de guerre des idées. Et de quel côté peut influencer l'opinion du reste du monde pour qu'il se range de son côté? C'est là que se trouve la clé pour déterminer qui gagnera. L'OIFR établi ou l'OIFD en devenir. Et évidemment, la réponse semble de plus en plus claire, c'est l'OIFD. Et de loin... Alors je rappelle, hein, du coup, la différence entre les deux, c'était ça, hop, tout simplement. L'ordre fondé sur les règles, c'est le méchant. Et l'OIFD, l'ordre fondé sur le droit, c'est le gentil. Voilà, c'était pour dire. Et oui, ils utilisent les mêmes mots. Donc, les États-Unis sont en déclin, le modèle américain de démocratie échoue chez nous. Lui, il est américain en tant que tel, et il est incapable d'être projeté de manière responsable sur la scène internationale mondiale, comme quelque chose digne d'être imité. Alors, l'OIFR est en train de s'effondrer, donc les règles. Les règles, c'est ce truc qui sort de la tête soudainement, sans raison. En fait, l'OIFR, c'est le fait de créer des règles. Qu'est-ce que des règles? Un système fonctionne avec des règles, donc le système, ce sont ses règles. Et les gens agissent en fonction des règles du système. Si tu as un problème, tu dois composer avec les règles, et parfois tu arrives à des contradictions, à des situations qui sont insolubles. Donc la solution à ce moment-là, ça c'est toujours l'ingénieur logiciel qui parle. Dans ce cas-là, la solution c'est de changer les règles du système de façon à pouvoir dégager le passage et arranger un problème qui est insoluble autrement. Donc il faut que les règles soient de façon itérative, constamment réajustées par les besoins pratiques. Donc c'est comme ça qu'on construit progressivement et graduellement un système de plus en plus fiable, intéressant, fonctionnel, etc. Donc il y a une espèce d'itération. Oui, c'est le mot qu'on utilise aussi en entreprise. Quand on a un retour sur expérience utilisateur, on a une itération. Et on a besoin donc de faire un aller-retour entre les règles et les fonctionnements. Mais par contre, il ne faut pas trop en abuser. Quand on change les règles, c'est une chose très importante qui peut avoir beaucoup d'effets, beaucoup d'influence et un énorme impact sur l'ensemble du système. Et parfois, au détour d'une simple petite règle qui a changé, tout peut complètement basculer et changer. Donc on ne change pas les règles comme on veut, n'importe comment. Il y avait un dicton qui date de la Grèce antique qui disait que quand on change les règles, on le fait en craignant que le ciel nous tombe sur la tête. C'est de là que ça vient, l'expression. Donc il faut toujours faire ça avec une extraordinaire crainte permanente de provoquer un énorme problème. Quand on change les règles, c'est dangereux, c'est extrêmement difficile. Les Américains, eux, ils en sont à une époque, à un stade de leur empire, où ils sont obligés de changer les règles à tout va, en permanence. Dès qu'un truc ne va pas, ça part dans tous les sens. Et en fait, c'est devenu tellement imprévisible et ingérable que, d'ailleurs, Poutine le dit tout le temps, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme règle? Dès qu'ils nous disent quelque chose, ce n'est plus fiable le lendemain, ils n'ont aucune parole.
En conclusion, le truc, c'est que les Occidentaux ne sont pas fiables. On ne peut pas les croire, on ne peut pas les créditer. Et donc cet ordre fondé sur les règles qui sortent de la tête à n'importe quel moment du jour et de la nuit, en fonction des besoins, n'a pas d'avenir. Et s'y oppose donc l'ordre fondé sur le droit. Le droit, il est écrit par la loi. Au moins, là, on a des choses qui sont certifiées, on a des écarts qui sont punis, et on a des bases fonctionnelles qui sont relativement stables, qui sont suffisamment stables pour rendre prévisibles les actions de chacun. C'est donc vraiment une question fondamentale dans la compréhension des événements. On a l'ancien empire qui s'enfonce vers le néant en ayant des règles de plus en plus chaotiques, et le nouvel empire naissant qui, lui, préconise de façon assez réfractaire, on va dire, même limite, c'est quoi le mot? Ouais, limite rétrograde, mais en fait, ils font appel à des concepts classiques, donc les relations internationales de type classique, etc. Ils font appel à un fonctionnement qui est rigoureux, rigoriste, simple, clair, prévisible, écrit dans le texte de la loi, et donc qui nécessite, en amont de l'écriture de ces règles, de tenir compte des besoins de chacun et de faire des grandes discussions pacifiques. Voilà. Les États-Unis sont en déclin, le modèle américain de démocratie échoue chez nous en tant que tel et est incapable d'être projeté de manière responsable sur la scène internationale, etc. Sur tous les fronts, il est confronté à des organisations qui embrassent la vision du droit. Voilà, faut lire la phrase. Il est confronté à des organisations qui embrassent la vision du droit et échouent. Le G7 perd contre les BRICS, l'OTAN se fracture, tandis que l'organisation, l'OCS, de coopération de Shanghai, s'étend. L'Union européenne s'effondre, tandis que la vision russo-chinoise d'une union économique transeurasienne est en plein essor. Le pouvoir sur le monde, a déclaré Poutine à Valdai, est exactement ce sur quoi l'Occident a parié. Mais ce jeu est certainement un jeu dangereux, sanglant, et je dirais sale. D'où le titre de son article. Et là, on en arrive à sa réflexion. Il est impossible d'éviter le conflit à venir, mais comme le fait remarquer Poutine en paraphrasant le passage biblique, celui qui sème le vent récoltera, comme je dis le proverbe, la tempête. Et la crise est en effet devenue mondiale, elle touche tout le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et à cela, on peut ajouter Matthieu 24.6. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore là. C'est important parce que il faut que toutes choses arrivent, c'est-à-dire que on en a parlé dans au moins avant-dernier épisode. Dans une guerre est un principe de révélation de la vérité. C'est le moment où toutes les choses qui sont accumulées, gardées en silence, sous silence, et tout ce qui est comment dire, tout ce qui est contenu et tout ce qui ne peut pas être dit ouvertement, tout ce qu'on a peur, tout ce qu'on a peur de dire et tout ce qui est auto-censuré, tout d'un coup, dans une guerre, tout ça éclate. Et en ce moment, on a vu, avec Poutine dans ses discours, mais aussi en Chine, les gens qui n'ont plus peur de parler, plus peur de dire les choses. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on a des armes surpuissantes, on n'a plus peur de dire les choses. Ça, c'est aussi très important. Et en situation de guerre, on exhibe ses armes, et donc on exhibe la vérité qu'on pense vraiment. Et on peut exhaler sa sincérité. On peut vraiment dire les choses comme elles sont. Et donc toutes les vérités jaillissent dans les situations de guerre. Et ces vérités portent sur des choses qui doivent avoir lieu. Et il y a des comptes à régler. Il faut régler les comptes. Et tous les comptes doivent être réglés. Et c'est ce qui se passe pendant cette situation de crise. C'est ce qui souligne Scott Ritter ici, en tant que guerrier, toujours. Il faut que toutes ces choses s'accomplissent. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Ça, c'est pour dire que de toute façon, c'est pas la fin du monde.
Bah oui, hein. Le déclin de l'hégémonie américaine dans les affaires mondiales ne nécessite pas que les quatre cavaliers d'Apocalypse se déchaînent sur la planète. Les États-Unis ont eu leur moment. Ils ont eu leur quart d'heure de gloire. Bon ben voilà maintenant. Mais l'heure de la suprématie américaine est révolue. Il est temps de passer à ce que l'avenir nous réserve. Une nouvelle ère de multipolarité, où les États-Unis ne sont qu'un pays parmi d'autres. Voilà, et donc la fin de la sécurité américaine ne signifie pas forcément que c'est la fin des États-Unis, c'est le rêve américain. Une fois débarrassé de sa nécessité de dominer le monde pour être soutenu, euh, peut exister, peut être une possibilité réalisable. Il n'y a pas de raison, il suffit juste qu'ils arrêtent de vouloir dominer. Et ça, c'était aussi dans le discours de Poutine, il a employé le terme très, très, très explicite, vivre sur le dos du monde, vivre sur le dos des autres. Et ça, c'est la définition de ce qu'il a lui-même encore aussi dit très clairement, du monopole de création monétaire américain, qui consiste à imprimer des billets pour acheter tout ce qu'on veut. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que le système américain marche. Ils impriment des billets gratuitement, ils achètent tout ce qu'ils veulent et ils menacent tout le monde avec des armes qu'ils achètent gratuitement. Et ils utilisent la force des gens contre eux-mêmes et ils imposent leur domination. Bon, ben ça a marché un certain temps, jusqu'à ce que finalement les gens osent le dire, osent le penser, osent s'en rendre compte et osent se rebeller contre ça pour dire, eh mais oh, ça suffit maintenant. Et puis c'est ce qui se passe, hein, c'est tout. Donc voilà, son souhait en gros, c'est quand même que le peu de crédibilité qui leur reste encore aux dirigeants américains, pourvu qu'ils soient utilisés pour aider à guider la planète vers une nouvelle phase du multilatéralisme, où notre nation avance sur un pied d'égalité avec les autres. Il est encore temps d'avoir ça. Il est encore temps de sauver les meubles. Il est encore temps de- d'utiliser le peu de crédit qui reste pour continuer à exister de façon pacifique. Et c'est soit maintenant, soit jamais. On aime bien Scott Ritter, il est super. Et donc voilà, pour la suite, on va traiter avec Barack Kumar et Pepe Escobar sur les deux mêmes questions. Sur à Pékin, le chancelier allemand Scholz prône un rapprochement avec le régime communiste chinois. Ça, c'est un article phare ici, avec 4 articles, et donc des itérations. Et donc, on va voir ces 2 itérations dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté. Salut.